Bonjour tout le monde. Je me présente parce qu'il n'a pas dit que j'étais du département de génie électrique. Donc, Radi, c'est un technopédagogue qui m'aide beaucoup sur plusieurs projets. Donc, depuis 6 ans qu'on travaille ensemble, 5-6 ans qu'on travaille ensemble. C'est le 3e projet ou bien 4e projet qu'on travaille ensemble. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on va faire, bon, il y a des mots qui nous semblent peut-être un peu bizarres. La classe inversée, probablement, on a déjà entendu la classe inversée. Par contre, l'apprentissage multimodal, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de plus. Ça va être l'apprentissage multimodal mobile. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va parler du dernier projet qui est principalement, qui vient de FODAR. C'est une subvention de FODAR. Donc, les institutions qui sont impliquées, il y a 3 institutions. Il y a l'ETS, l'UQTR et puis l'UQAM. Donc, comme vous voyez, l'UQAM, c'est le département de sciences biologiques. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ingénierie. Par contre, le travail qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir préparer et de créer un modèle. Et ce modèle-là peut être applicable ou bien dans n'importe quelle institution. Donc, passons un petit peu, parce que j'ai 2 écrans ici. Donc, l'apprentissage multimodal mobile. Donc, en entendant juste ces 3 mots, on ne comprend pas c'est quoi, hein. L'apprentissage multimodal. Donc, on voit que mobile, il y a quelque chose qui bouge. Donc, ça, c'est un bon signe, parce qu'on va parler d'un apprentissage qui est plutôt actif. Donc, on va commencer rapidement à faire une petite introduction avec l'apprentissage ou bien la classe qui est conventionnelle. Donc, l'enseignant explique le cours en classe. On va faire des devoirs chez nous à la maison. Et puis, on retourne en classe, on va faire les travaux dirigés. Puis, il y a le laboratoire. Dans le cours que je suis en train de regarder, c'est principalement le cours d'électronique et les 200. Donc, dans ce cours-là, le laboratoire, ce n'est pas un laboratoire standard, mais c'est un laboratoire qu'on appelle par projet. Donc, le projet est donné à l'avance à l'étudiant et l'étudiant a toute la session pour finir son projet. Donc, il y a le design, la conception de son projet, la fabrication de son circuit et la réalisation de son circuit où il va démontrer que le circuit est en train de fonctionner. Donc, si on regarde maintenant la classe inversée, c'est quoi la différence? C'est que l'étudiant va commencer à regarder les activités avant de venir en classe, c'est-à-dire il doit se préparer. Donc, lorsqu'il va se préparer à la maison, il a besoin des ressources, donc il a besoin des vidéos, il a besoin des références pour qu'il puisse se préparer. Donc, lorsqu'il va venir en classe, ça ne va pas être une classe qui est standard, conventionnelle. On va discuter avec l'étudiant, on va voir si l'étudiant a bien compris le sujet. Et s'il n'a pas compris, pourquoi il n'a pas compris. Donc, il va y avoir une certaine ambiance de collaboration, de communication entre les étudiants, entre l'enseignant. La session passée, il y avait Radi avec moi dans la classe, donc on était à 2. Donc, il y avait une certaine dynamisme qui était beaucoup plus forte parce qu'on était 2 enseignants. Bien que notre rôle n'est pas d'être un enseignant dans la classe, c'est plutôt d'être comme les étudiants, donc on a au même niveau. Donc, ça, c'est déjà un point qu'il faut faire attention lorsqu'on applique ce genre d'approche. Donc, ça, c'est la différence entre la classe inversée et la classe conventionnelle. Maintenant, c'est quoi la différence entre l'apprentissage multimodal mobile qu'on parle versus la classe inversée? Donc, on retourne à la classe inversée, juste pour se rappeler. Donc, on fait le travail à la maison. L'étudiant se prépare à la maison. Il va venir en classe donc, pour revoir les notions du cours. Ce qu'on va ajouter dans ce cas-là, donc, il y a l'activité préalable chez lui en classe. On va ajouter ce qu'on appelle le TLAT, les travaux de laboratoire à distance. Donc, le TLAT, ce n'est pas la même chose que le laboratoire. Ce sont des petits travaux chez soi à la maison, donc de chez soi, qui va faire l'étudiant qui va travailler sur un laboratoire. Donc, le circuit est déjà préparé. Il a besoin juste de faire des manipulations pour voir quel est l'impact d'augmenter la fréquence, de diminuer la fréquence, ainsi de suite. Donc, l'étudiant ne va pas passer son temps à manipuler en place parce qu'il ne peut pas. Hein. Donc, le circuit est à distance. D'accord? Donc, en plus, qu'est-ce qu'on a ajouté? C'est ce qu'on a ajouté, qu'on appelle le PROSIT. PROSIT, on l'a eu de l'idée de l'UQAM, donc, parce qu'on travaille avec l'UQAM. À l'UQAM, le département de biologie, ils sont en train d'utiliser l'approche par problème et par projet, l'APP. Donc, tous les cours utilisent l'APP. En plus, ils ont le PROSIT, c'est-à-dire, avant de commencer le cours, il y a un problème, situation qui est bien définie. Donc, c'est une situation réelle, ce n'est pas juste de la théorie. Donc, on a fait la même chose, on prend des situations réelles, on fait une vidéo avec la situation réelle pour donner le problème. Donc, le problème est un problème qui est réel sous forme vidéo. Et Radi m'a aidé à ce niveau-là parce qu'il m'aidait
à faire le scénario, à écrire le script, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est ça. On a ajouté sur la classe inversée deux choses additionnelles qu'on appelle, c'est pour ça qu'on appelle multimodal, parce qu'il y a plusieurs modes qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'il y a le mode présentiel, il y a le mode à distance. Okay, donc vous allez voir c'est quoi la différence. Donc rapidement, on va parler de Lab at Home. Donc il y a actuellement des kits qui sont miniaturisés, des kits électroniques. Donc là, c'est un kit qui ressemble à un kit normal, mais il y a plusieurs choses sur ce kit-là. Il y a un générateur, un oscilloscope. Donc, on peut voir beaucoup de choses avec ce kit-là. Donc, principalement, le kit, ça, c'est de la compagnie Digilant. Il y a une autre compagnie qui s'appelle de National Instruments, c'est le kit Elvis. Donc, il y a différents kits. Donc, vous voyez qu'on peut aussi utiliser des kits qui sont au niveau biologique, médical, ainsi de suite. Donc, notre modèle, ce n'est pas juste le modèle pour le test, ça va être un modèle pour toutes les universités. Donc, le kit à votre gauche, le kit Digilant, ça coûte à peu près 450 $, juste pour vous donner une idée. À droite, Elvis, c'est à peu près 2000 $. Donc ici, vous voyez ces équipements-là seront à peu près 300 $ maximum. D'accord? Donc vous voyez que pour avoir une idée combien ça va vous coûter lorsque vous allez donner ces équipements aux étudiants. Par exemple, le département de biologie à l'UQAM, ils ont donné à chaque groupe d'étudiants un kit. Donc l'étudiant prenait le kit chez lui, donc il était content. C'était comme un cadeau parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il pouvait utiliser. Nous autres, on n'a pas pu leur donner parce qu'on a juste 6 kits de Digilant actuellement. Par contre, on laissait un kit au magasin disponible aux étudiants, s'ils voulaient l'utiliser chez eux. Bon, donc, pourquoi Lab at Home? On voulait aller un peu plus qu'un laboratoire, c'est-à-dire le laboratoire est déjà fait. On voulait ajouter quelque chose à distance, c'était ça notre objectif. Et puis, l'avantage, c'est qu'on pouvait vraiment économiser sur l'investissement. Okay? Parce qu'au lieu d'acheter des gros équipements, on pouvait acheter juste des kits qui sont miniaturisés. Donc, si on regarde par exemple le kit, principalement on a besoin du kit. Vous voyez le recto et le verso du kit. Donc, il y a beaucoup d'électronique derrière le kit. Ce n'est pas juste un kit, un PC board simple, mais il y a de l'électronique derrière. En plus, on a besoin d'un logiciel pour pouvoir commander, pour pouvoir contrôler le kit. Donc, le logiciel est gratuit avec le kit. Donc, on peut acheter le kit. Le logiciel vient gratuitement. Et vous voyez ici, donc, les équipements qu'on a besoin au lab, on a besoin, par exemple, d'un oscilloscope, d'un générateur de source d'essai, générateur d'une source AC, d'un voltmètre, etc. Toute cette partie-là que vous voyez au milieu peuvent être réalisées juste par le kit seul. Donc, l'étudiant ou bien l'étudiante peut se communiquer avec le kit à distance et avoir toutes les informations au niveau de l'oscilloscope, c'est-à-dire les tensions, les fréquences, la réponse fréquentielle, il peut avoir toute l'information directement à partir du logiciel. Bon, les modes d'exploitation, donc l'idée c'est de pouvoir travailler à distance pour l'étudiant. En plus, on aimerait que les étudiants puissent collaborer ensemble, c'est-à-dire de pouvoir partager l'écran, en plus de prendre possession de l'écran, c'est-à-dire de pouvoir échanger, disant, ils vont donner la permission à l'autre étudiant, par exemple, à partir de TeamViewer, de pouvoir prendre accès, de diriger la manipulation. Bon, donc, comme on sait, la collaboration est très importante. En plus, la communication, ce sont les points de BCAPG qu'on a besoin de respecter. Et donc, on est en train de rencontrer tous ces points-là. Donc là, j'aimerais juste entrer en détail un peu plus. C'est quoi l'approche multimodale mobile? Donc, c'est quoi? Donc, on va commencer par un prosit introductif. Donc, il y a une vidéo qui décrit le problème, situation. Maintenant, l'étudiant va faire du travail chez lui à la maison sous forme asynchrone, c'est-à-dire il peut commencer quand il veut, le temps qu'il veut passer sur ces vidéos. Donc, il y a des vidéos qui expliquent un petit peu le cours. Okay? Et puis, en même temps, en synchrone, lorsqu'on dit en synchrone, parce qu'il doit réserver le temps, parce qu'il y a juste un équipement, il faut qu'il réserve l'équipement. Donc, on parle synchrone parce qu'on sait quand est-ce que l'étudiant va rentrer dans le TELAD. On peut savoir combien de temps il a passé sur le TELAD exactement. Okay? Donc, tout est bien préparé dans Moodle. Donc, on utilise aussi le Moodle qu'on voit ici. L'évaluation de l'étudiant par des tests est faite à partir de Moodle. Okay? Donc là, une fois qu'il a terminé la partie verte, il va venir en classe. En classe, ça va être en présentiel, une activité en présentiel. Donc, l'enseignant va être sûr que les étudiants ont bien compris le sujet parce qu'il y a des parties que l'étudiant ne peut pas absorber seul. Donc,
on est obligé d'intervenir, de pouvoir donner plus de détails pour que l'étudiant puisse comprendre mieux. Radi, je pense que je parle trop aujourd'hui. Normalement, c'est les... Quand tu seras fatigué, dis-moi, je parle. Vas-y, prends la relève, vas-y. Oui, en fait, bon, là, donc, c'est un peu le principe de l'apprentissage multimodal mobile. Mobile parce que on a avec les appareils, les téléphones intelligents, les tablettes, etc., la possibilité aussi bien de faire le laboratoire à distance, là où on veut, et de préparer le cours à distance parce que dans notre approche, tout le contenu de cours, il est mis sous forme vidéo, commenté par le professeur très célèbre Vahe, avec des remarques qu'il aurait fait en classe. Donc, l'élève, avant de venir, il a l'opportunité de voir tout le cours en détail. Et en plus de cela, on a partagé le cours en petits blocs. Et entre ces blocs, on met des tests d'évaluation formatives, mais qu'on va comptabiliser. Et ça permet de vérifier que les élèves ou les étudiants sont passés par là. Parce que tout le défi, ce n'est pas de mettre la matière, mais de vérifier qu'ils ont bien passé par là et qu'on peut construire sur ce qu'on a mis en vidéo. Il y a une question qui, oui, on peut peut-être interagir, oui. Je me demandais, je n'ai pas compris quand vous avez décrit c'est quoi le posé introductif. Oui, alors, avant d'introduire le cours, on a imaginé pour chaque cours une situation qui fait appel aux notions du cours. Donc, l'étudiant, on voit peut-être, on passera une vidéo tout à l'heure pour vous montrer un exemple. Et puis, de plus, avec la théorie, on ne veut pas qu'il retienne seulement la théorie, mais lui donner l'occasion de manipuler, donc de faire de laboratoire, de changer des grandeurs de générateurs ou de signaux et de voir son effet dans la réalité. Donc, c'est ça le souci. Avant de venir, il a déjà une idée sur le concret de son cours. Et il aura parcouru les notions qu'on a mises. Donc, ça, c'est un peu un explicatif de ces différentes notions. Donc, il y a l'évaluation automatique de Moodle que j'ai mentionné. Et puis, à la fin de la séance, on a introduit aussi cette vérification, cette évaluation qu'on a appelée juste à temps. Avec les télévoteurs, à la fin de la séance, on va poser des questions clés et voir le degré d'apprentissage qu'ont les étudiants. Et on peut réagir, c'est pour ça que c'est feedback juste à temps, on peut réagir tout de suite pour corriger certaines aberrations qu'on remarquerait. Et souvent, je vous invite à faire l'expérience, on a des surprises. On pense avoir tout donné, très bien expliqué, et puis au moment de ces tests-là, il se révèle que bon, il y a des choses qui sont complètement à côté. Et puis c'est très intéressant pour les étudiants parce que ça se fait en anonymat. Donc chacun va répondre sérieusement sans avoir la crainte d'être évalué. Donc, il va ressortir ses connaissances réelles et le degré d'apprentissage qu'il a comme mieux. Oui, ça, c'est des images. Et bon, là, c'est un aperçu sur les outils qu'on a utilisés, qui peuvent être donc tout le temps utilisés. On a utilisé fortement Moodle, aussi bien pour placer les ressources, pour l'évaluation formative, pour la communication synchrone et asynchrone à un moment donné. Ils peuvent communiquer sur un forum. Remise des travaux des étudiants, donc le rapport de travaux de laboratoire, ils le remettent là-dessus. Pour la vidéo, c'est notre ami Eric qui nous a orientés sur Camtasia. Et ça répond exactement à ce que nous voulons. Le turning point, c'est les télévoteurs qu'on utilise. Et LabVIEW et TeamViewer, ce sont les outils essentiels pour le travail de laboratoire. On vous montrera peut-être tout à l'heure un petit exemple. Peut-être on peut faire une démonstration tout de suite, oui. Bon, ouais. Nous, on veut toujours le concret, donc on va essayer d'être là-dedans. Voilà, alors, l'étudiant, quand il se connecte, il est là. Par Internet, il est connecté à l'interface de laboratoire. Alors, il y a des verrouillages, donc il demande un identifiant. Alors, c'est le cours LE200. Et puis, un petit mot de passe. Un petit mot de passe, je vous le dirai en secret tout à l'heure. Alors, là, donc, on est rentré là-dessus, et puis, il y a la caméra qui lui montre ce qui se passe au niveau du laboratoire. Alors là, on est dans un circuit électrique, donc ça, c'est le kit sur lequel on travaille. Alors, on essaie souvent de monter des circuits avec des indications lumineuses pour montrer qu'il y a des choses qui changent réellement. Mais le même principe est utilisé, par exemple, dans les cours d'automatique où on a des processus qui changent. On a la régulation de niveau d'eau, on voit la variation de niveau d'eau, on voit un moteur qui change. Donc,
l'étudiant, il recrée l'ambiance d'un laboratoire réel. Et c'est lui qui va contrôler ces équipements-là. Donc, par exemple, là, dans un premier temps, il va... Donc, vous avez... Il a ici à droite les instructions, et puis lui, il fait ce qui est décrit là-dessus. Bon, je connais à peu près ce qui est décrit. Je vais le faire tout de suite. Bon, là, et puis là... et puis, il va mettre le... Ça, c'est l'interface d'un oscilloscope. C'est comme l'oscilloscope qu'il voit dans le laboratoire, qui est connecté... et là, il voit le signal. Il est appelé à réajuster son échelle pour bien voir le signal dans la bonne échelle. On va voir le deuxième signal qui est là. Voilà le deuxième. On peut ajuster l'échelle aussi. On peut ajuster l'échelle de temps pour mieux voir le signal. Et donc, dans le texte, on lui demande donc de faire l'ajustement convenable et de prendre ces graphiques et à partir de là, de faire des analyses, de faire des mesures, etc. Puis donc là, dans cet exemple-là, par exemple, on fait 2 étapes. Là, je vais vous montrer un peu la deuxième étape. Quand il termine la première, on lui demande de... Quand il aura terminé, il clique ici pour passer à un autre équipement. Vous allez le voir tout de suite. Donc, c'est un autre outil qui fait la mesure du diagramme de Bott. Il a le générateur. Alors, donc là, il va faire les ajustements nécessaires. Et puis, lancer. Donc là, c'est le run. Et vous allez voir qu'on lui donne l'occasion de voir que le système est en train de mesurer. Alors, vous allez voir la lampe, la diode qui clignote. Voilà. Donc ça, elle fait le balayage des fréquences du diagramme de Bott. Certainement parmi vous qui le connaissent. C'est un balayage de fréquences. Et à chaque fréquence, on voit l'amplitude de sortie et le déphasage. Donc, la diode, elle témoigne du processus de mesure qui se fait. Je peux en passant, la diode, on peut, après 4 S, 5 S, on ne peut plus voir le clignotement de la diode. Oui, c'est pour ça qu'elle s'allume en continu. Et quand les mesures se terminent, ça arrête, donc elle va s'éteindre. On a d'autres manipulations où, avec le clignotement, on prend des indications, on leur demande de faire des mesures, etc. Donc là, une idée, comment on travaille pour préparer tout cela. Donc le PROSIT introductif dont on a parlé, c'est une idée pratique, donc une application. L'association avec le cours, et puis l'écriture des scénarios et l'enregistrement, ce sont les étapes pour préparer ce PROSIT. On part du contenu du cours, on imagine une situation, et puis on fait le scénario, et on appelle notre ami Eric pour faire l'enregistrement, et puis lui, il fait la mise en forme avec une belle musique, une belle introduction. La musique est très importante, juste voilà. Pour motiver les étudiants. Alors, là, je résume un peu le principe de ce qu'on a fait. Notre idée, c'est de partir d'une situation authentique et d'utiliser cette situation comme un fil conducteur pour tout l'enseignement. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Et ce qui est fait en vert, c'est ce qui se fait avant la séance en classe. Donc, l'étudiant, il va voir son support de cours, il va faire le travail de laboratoire, il va faire des quiz formatifs. Puis, quand il arrive en classe, il y a un retour sur les travaux préparatifs, aussi bien théoriques que pratiques, et puis la synthèse et la vérification des rétentions et des exercices d'application. Donc, on change totalement d'approche par rapport au cours classique, et c'est justement le principe de la classe inversée, c'est d'utiliser l'enseignant là où on a besoin réellement. L'étudiant, sur les notions théoriques, bon, il ne fait qu'être réceptif. Donc ça, avec les moyens actuels, avec la vidéo, on peut la transmettre de manière très convenable. Et c'est lorsqu'il va traiter des problèmes, lorsqu'il va approfondir les connaissances, qu'il a besoin de l'enseignant. Et c'est là-dessus que s'appuie un peu notre approche là. Tu veux continuer? Oui, okay, donc, c'était repris la forme. Oui. La partie la plus difficile est mal laissée. Hein. Là, on ne s'est pas convenu comme ça. Hein. Tu changes tout le plan. Hein. On ne sait rien dire hein, en passant. Donc ça, c'est juste le modèle qui a été utilisé à l'UQAM. Donc c'est un modèle qui est un peu différent parce qu'ils doivent commencer avant même de voir le PROSIT. Donc il y a des vidéos qui sont préparées au niveau de leur travail. Donc il y a des questionnaires aussi. Donc il y a des quiz qui sont posés aux étudiants et étudiantes. Donc une fois qu'ils ont compris un petit peu les vidéos, donc là, le PROSIT est vraiment fourni. Un problème situation. Donc là, à partir du PROSIT, là, ils vont être ensemble, les étudiants. Donc, ils vont utiliser
l'approche par problème et par projet. Donc, au fait, je m'excuse. Oui, au fait, l'idée pour eux, comme ils appliquent l'approche par problème, la classe inversée, on l'a utilisée pour donner une longueur d'avance aux étudiants avant de voir le PROSIT. Parce qu'habituellement, quand ils viennent en classe, c'est à ce moment-là que commence l'approche. Ils vont découvrir le PROSIT et puis ils vont l'étudier. Mais nous, l'idée, c'était, avant de venir en classe, il y a des notions élémentaires de base qui n'est pas intéressant qu'ils la creusent par la suite. Et puis, ça va les aider à analyser le PROSIT et aller plus rapidement et plus efficacement. Donc, on a collé un peu ce modèle-là en leur permettant, avant de venir en classe, de voir ces notions-là, d'être évalués là-dessus. Et puis, ils découvrent le PROSIT et ils font tout leur trajet. Alors, c'est une expérience qui a été faite une seule fois. Les résultats sont remarquables, mais ils ne sont pas généralisables. Hein. Il faut essayer encore. C'est un projet pilote qu'ils ont commencé. Donc, les personnes qui sont impliquées, donc vous voyez à votre droite, Mme Catherine Mounier, elle est la directrice du département. C'est elle qui est impliquée dans le projet aussi. Il y a M. Daniel Lemieux qui est le technicien, mais principalement, il fait beaucoup de choses dans ce projet-là. Donc, vous voyez que la classe est inversée. Malheureusement, ce sont des élèves, ce ne sont pas des étudiants. Donc vous voyez que vous voyez l'image ici. Donc, la même chose à l'UQTR, c'est quoi l'approche, le modèle qui a été utilisé, c'est que c'était pour un cours de système signaux. Donc, dans le cours, il y avait beaucoup de théorie. Donc, l'enseignant, le professeur n'arrivait pas à donner, avec la théorie, des exemples pratiques d'application. Donc, ce qu'il a fait, avant de rentrer en classe, il a préparé des vidéos, de telle sorte que le cours était complètement enregistré par lui-même. Donc, l'étudiant avait le temps de se préparer, de regarder la vidéo 10 fois, 5 fois à son aise. Donc, lorsqu'il rentrait en classe, l'étudiant posait des questions à ce moment-là pour s'assurer qu'il avait compris. Donc, de cette façon-là, il a gagné beaucoup de temps en classe. Et les étudiants ont demandé à chaque chapitre, ils voulaient la même chose. Ils ont eu l'habitude, donc ça demande beaucoup de travail. Donc, il était obligé de préparer pour chaque chapitre des vidéos. Mais finalement, il a pu faire beaucoup d'applications à la fin du cours. Donc, les étudiants étaient très contents. Donc, la rétention était plus forte et la motivation était vraiment là. Donc, quelques résultats. Donc, Radi a parlé de TELAD. Donc, sur Moodle, on a essayé de voir combien de temps ça leur prenait le TELAD, chaque TELAD. Donc, vous voyez qu'il y a une variation énorme. Il y a des étudiants qui ont fait dans 1 heure, il y a d'autres dans 5 heures, 6 heures, etc. Donc, c'est vrai que peut-être l'étudiant va laisser l'ordinateur ouvert et puis on ne sait pas s'il est vraiment en train de travailler ou bien non. Mais par contre, on leur a posé la question, c'est combien de temps ça vous prenait. Donc, vraiment, il y avait des étudiants qui passaient beaucoup de temps. Donc, probablement, ils n'étaient pas prêts pour bien s'attaquer sur le problème. Donc, on a essayé de réduire le rapport qu'ils devraient remettre. Donc, on a demandé un rapport de 2 pages à la place de 4 pages, juste pour les aider un petit peu. Mais on voit clairement qu'avec ces résultats, que l'étudiant travaille à son aise. Donc, il n'a pas besoin de faire vite pour comprendre. Il prend son temps, il comprend, il répète les choses. Donc, il a le temps à investir sur les TELAD. En fait, le grand avantage de l'approche, c'est que chacun apprend à son rythme. Et là, ce qu'on a découvert, c'est que les rythmes sont très variables. Et là, on a tiré la sonnette d'alarme. Ce n'est pas seulement le style d'apprentissage, c'est la méthode de travail qu'il faut revoir. Donc, c'était l'occasion pour un peu sensibiliser les étudiants que non, si sur ce travail-là, vous passez 6 heures, ça ne va pas. Il faut revoir votre façon de travailler. Et donc, c'était très, très intéressant comme remarque. Bon, Radi, vas-y pour les appréciations, parce que tu aimes les statistiques. Toi, les appréciations de l'UQTR, comme l'a dit, les étudiants de l'UQTR ont apprécié cela. Au début, ils étaient freinés, mais l'image qu'on retient, c'est qu'ils ont dit aux profs, quand on regarde la vidéo, quand on ne comprend pas ce qu'il y a là-dedans, on peut faire le rewind. Mais en classe, on ne peut pas le faire. C'est ça la grande différence. Donc, chacun peut revoir et voir les choses. Nous, on a fait beaucoup de questions pour les étudiants, mais ce qui est un peu remarquable, c'est qu'ils apprécient cette idée de contextualisation et d'aspect pratique de ce que l'on fait. Les questions de télévoteurs aussi, comme j'ai dit, ils peuvent évaluer leur apprentissage en fin de cours et avoir la correction tout de suite. Mais la dominance d'attitude, c'est que ça prend beaucoup de temps pour eux. Donc 40%, ils sont critiques vis-à-vis du temps que ça demande. Et on comprend cela. On leur a changé totalement de zone de confort habituelle. Avant de venir en classe, ils venaient comme ça pour assister. Maintenant, avant de venir en classe, il y en a quelques-uns qui doivent réserver 5 ou 6 heures. C'est pas intéressant, mais on essaie de... on est convaincu, ce temps investi avant la classe
va réduire le temps investi après la classe, qui s'investissait habituellement ou qui s'investissait la veille de l'examen. Mais là, après ce parcours-là, l'étudiant doit être bien préparé pour son examen, il doit avoir maîtrisé cela. Ça, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas tout de suite voir, mais à long terme, ça va ressortir. Et puis bon, les enseignants, là, et ça fait un gain de temps. Oui, c'est vrai, parce que normalement, je courais pendant la classe, pendant la séance, pour pouvoir finir le contenu. Maintenant, je suis plus à l'aise. On fait plus d'exemples ensemble. Donc, il y a une préparation pour nous, c'est avant de venir en classe, mais après, ça va être plus facile pour nous. Juste un petit, en résumé, si on peut faire un résumé, donc on va revenir sur les points qui sont importants. La contextualisation, donc l'étudiant va se sentir plus à l'aise parce que ce qu'il fait, ce n'est pas juste de la théorie. Hein. Donc on lui donne des exemples vraiment pratiques, donc il va être motivé beaucoup plus. Donc l'étudiant, comme Radi a mentionné, il va aller à son rythme lorsqu'il fait les préparations chez lui à la maison, à regarder les vidéos, à son style et à son rythme, ça c'est très important. Le mode à distance, pour nous, c'est très important maintenant. On a démontré qu'on ne peut pas juste faire dans une université. Hein. Donc, on va vous montrer un exemple tout à l'heure. On a appliqué cet exemple, le modèle, dans une école secondaire, secondaire 1, secondaire 2, ça a très bien marché. Donc, notre objectif, ce n'est pas juste d'aller dans les constituantes de l'UQ, mais principalement aller dans les cégep, dans les écoles secondaires, dans les universités. Donc, le mode présentiel, je répète, c'est très important parce que finalement, on fait quelque chose qui est hybride. Hein. On fait présentiel. Donc, on ne va pas oublier complètement l'approche classique, l'enseignement conventionnel, parce que l'étudiant a besoin d'un support. On n'a pas le choix. On est comme des parents, si vous voulez. Donc, ils ont confiance en nous. Les télévoteurs, c'est très important aussi parce que, comme il a mentionné, moi, je m'attendais, par exemple, des réponses 100% parce que je venais d'expliquer le sujet. Je voyais 20% qui avaient bien répondu, donc je ne comprenais pas c'était quoi la raison. Donc on se parlait, pourquoi vous avez fait cette erreur. Donc il y avait une certaine dynamisme en classe, donc on pouvait remédier s'il y avait des problèmes à ce niveau-là. Et finalement, on a vu qu'avec les LAT, on peut faire le lien entre la théorie et la pratique. D'accord? Donc ça, c'est le résumé, mais oui, c'est pas ça. Oui. Encore, je fais la même gaffe. Donc, je viens de finir presque le sujet, mais vous êtes là pour apprendre à savoir comment on a fait les choses, quels sont les impacts, parce qu'il y a toujours des points qu'il faut considérer. Donc, premièrement, au niveau de l'ETS, si on prend au niveau de l'ETS, quel est l'impact? Donc là, j'ai énuméré plusieurs points. Premièrement, il faut que l'école ait la volonté d'accepter cette approche qui est active, apprentissage actif. Si l'école n'est pas prêt à accepter seul dans un cours, ça ne va pas marcher. Donc déjà, on a ce problème parce que les étudiants sont toujours réticents, parce qu'ils voient que c'est juste dans un cours. Ils disent, je vais juste passer ce cours-là et je m'en fous carrément de ce cours-là. C'est comme si je leur ai demandé il y a 2 sessions, est-ce que vous voulez passer ce cours-là ou bien vous voulez passer à apprendre le cours? Ils m'ont dit, ils veulent juste passer le cours. Donc, ils ne veulent rien apprendre. Et à la fin du cours, ils ont tout oublié sur l'électronique. Et ça nous a fait vraiment peur. Et c'est pour ça qu'on a mis le TELAT, parce qu'après 10 ans, ils vont se rappeler de TELAT, parce qu'ils ont souffert un petit peu. Ils vont dire à leurs enfants que j'ai passé le TELAT, on a passé beaucoup de temps. Donc ça va rester dans leur tête. Deuxièmement, est-ce que cette approche est valorisée? C'est-à-dire, je parle avec d'autres collègues, les autres, ils disent, mais à quoi ça sert de le faire? Parce que quand même, ils veulent une certaine valorisation de cette approche. C'est leur idée, c'est bon, mais l'école doit penser à valoriser cette approche s'il veut que plusieurs cours soient donnés de cette façon. Il faut que les profs soient libérés aussi, parce que ça prend beaucoup de temps pour la préparation. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Juste pour un chapitre, ça nous prend... moi seul, je ne peux pas le faire. Hein. Si Radi n'était pas présent, je ne pouvais pas le faire. Heureusement qu'on a la subvention de FODAR, donc on a les moyens économiques, on a le budget. Donc ça prend, probablement par chapitre, ça va prendre minimum 10 heures minimum de travail. C'est-à-dire par chapitre, là, je dis, c'est à peu près 3 séances de cours. Donc pour 9 heures de cours, ça va prendre minimum 10 heures de préparation. Okay? Et ça, ce n'est pas évident pour un professeur qui fait de la recherche plus l'enseignement. Maintenant, c'est un investissement capitalisable, parce que c'est la première fois que ça demande cela. Oui. Et par la suite, ça va être beaucoup moins. C'est à long terme, on regarde à long terme. Et puis, l'idée, c'est que, est-ce que l'école a une vision concernant cette approche? La vision est très importante. Si
L'école dit oui, 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 c'est très bon ce que tu fais, va, continue, on va te subventionner. Moi, je vais avoir un problème parce qu'il n'y a pas de vision à la fin. L'école doit avoir une vision, par exemple, il va dire, tout le département de génétique va utiliser cette approche. Je rêve peut-être en rouge, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver un peu plus tard, d'ici quelques années. Mais on a besoin de procédures, hein. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on doit faire vraiment. Et puis, il faut qu'on soit encouragé, ça c'est très important. Donc, valorisation, c'est quelque chose, encourager, c'est autre chose. L'encouragement, normalement, vient avec des dollars, hein, parce que pour qu'on puisse travailler, par exemple, moi, si je n'ai pas des dollars, je ne peux pas engager Radi, donc le travail ne va pas se faire. Je ne dis pas combien je te paie, Radi, hein, donc il y a la confidentialité. L'impact au niveau des étudiants, il y a un grand impact, premièrement, de changement de culture. Donc, l'étudiant qui aimait s'asseoir, écouter un PowerPoint, pour lui, il était à l'aise, hein. Soudain, on vient lui demander beaucoup de choses. Donc, il va réagir, c'est normal, elle va réagir. Donc, il faut les convaincre, il faut avoir un aspect psychologique un petit peu pour les convaincre que vous allez perdre du temps au début, mais à la fin, après le cours, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc, parce que leur zone de confort a été complètement perturbée. Donc, là, on est d'accord avec ça. Ils sont contents. Soudain, on vient leur dire, faites des choses qui sont complètement différentes. Donc, on a eu un rejet. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont vraiment révoltés, hein. Ils ont dit, moi, je paye pour écouter. Et là, vous me demandez de faire votre travail par moi-même. Bon, OK. On a essayé de les convaincre. Donc, on leur a dit que ce n'est pas un travail seul, hein, c'est un travail collaboratif. Donc, lorsqu'ils font le TELAS, ils ne sont pas seuls. Donc, il y a toujours l'autre étudiant qui va l'aider. Ils sont à deux. Donc, on a vu qu'après quelques semaines, l'étudiant devenait beaucoup plus autonome. Donc, ça, c'est très important, l'autonomie. En plus, il était beaucoup plus motivé. Et on est sûr que la rétention va être là après quelques sessions. On est sûr, on n'a pas pu mesurer, mais on est en train de préparer des questionnaires pour pouvoir mesurer la rétention. Ce n'est pas quelque chose qui est évident parce que les étudiants changent. Les étudiants sont dynamiques aussi. D'une session à l'autre, le profil de l'étudiant change. Donc, les statistiques qu'on fait ne sont pas vraiment valables. Des fois, ne sont pas vraiment objectifs. Ce sont des résultats qui sont subjectifs. Et puis, finalement, l'ambiance en classe est vraiment intéressante parce que je leur dis qu'on est une famille. Donc, ça devient vraiment une ambiance de famille. Donc, bon, maintenant, au niveau de prof, c'est quoi les impacts? Bon, premièrement, il y a de la préparation. Donc, en plus, on a besoin de changer. Si on n'a pas la philosophie de changer, on ne peut pas passer vers l'apprentissage actif. Donc, on doit être convaincu avec cette approche. Donc, pour les enseignants ou bien les professeurs qui aiment enseigner, entre guillemets, qui aiment enseigner, là, probablement, ils vont être motivés. Pour les professeurs qui sont vraiment embarqués dans la recherche, ça va être peut-être difficile parce qu'ils sont déjà embarqués dans d'autres choses. C'est très difficile de les motiver, sauf si l'école a des outils de motivation que je ne sais pas à date. Il faut passer plus de temps pour la préparation de notre côté, mais par contre, on va gagner du temps en classe, c'est-à-dire dans la classe, on va pouvoir faire beaucoup plus d'exercices. On va pouvoir communiquer plus facilement avec les étudiants. En plus, nous autres aussi, on va être motivés, hein. Moi, je suis très motivé en classe. J'attends juste de venir en classe pour expliquer parce qu'il y a une dynamisme qui est complètement différente. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est une approche qui est vraiment enrichissante. Donc, je vous l'ai dit, on a fait plusieurs projets. On a commencé par un projet qu'on appelle les laboratoires à distance entre plusieurs collèges et l'ETS. Ça a très bien marché. Ça, c'était piloté par le professeur Marouf Saad. Puis, on a passé sur la classe inversée, le Labatome. Là, on passe sur l'apprentissage multimodal mobile. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'en aller plus tard, hein. Non, mais je pense que bon, l'approche classe inversée, c'est pas, on ne la crée pas. C'est quelque chose qui est utilisé un peu partout, mais de plus en plus. Et je pense que c'est un choix qui va avoir de l'avenir. Parce que, justement, sur le plan technique, ce que fait le prof habituellement en passant des diapos et des commentaires, on peut le faire sans être en présentiel. Et puis le temps en classe, on va l'exploiter de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus efficace. Donc je pense que c'est un choix qui va s'imposer à long terme. Et puis quand on fait la jonction avec ce qui se crée, ce qui se développe en MOOC ou en état d'application, ça revient en fait à
à translater ce qui se faisait en présentiel conventionnel, à le mettre sur le web, et le présentiel va être exploité de manière différente. C'est une affaire de culture, mais je pense que ça va s'introduire et ça va s'imposer petit à petit, et que bon, heureux celui qui embarque le premier, quoi. Là, moi, je m'amuse souvent à faire l'analogie avec ce qu'on fait dans le contrôle des systèmes. Moi, je viens du monde de l'automatique, je suis automaticien. Et habituellement, quand on a des processus multiples, on avait une unité centrale qui contrôlait le tout. Et donc, quand il y avait un processus assez lent, par exemple, ben, tous les autres vont être ralentis parce qu'il va bloquer plus de temps. Quand il y a un processus qui est en panne, tous les autres vont être... Actuellement, sur le plan technologique, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va réserver l'ordinateur pour la coordination et à chaque processus, on va mettre un microprocesseur ou un automate qui va s'occuper de cela individuellement. C'est ce qu'on fait ici. En fait, le cours, l'apprentissage, en quelque sorte, on va le céder à l'étudiant. Chacun va apprendre dans un premier temps tout seul, à son rythme. Et en classe, il va s'assurer de l'harmonisation de cela, de la correction, de la synchronisation. Donc je pense que c'est un modèle qui est, de ce point de vue, totalement efficace. Maintenant, reste une affaire de culture au niveau des étudiants. Et il faut peut-être remarquer qu'on est dans un cours très spécial. Le cours d'électronique analogique, c'est un cours qui n'est pas très à la mode du numérique qu'on fait, mais qui est indispensable pour la culture d'un électronicien. Et puis on a une population qui est de deux profils. Il y a des gens qui viennent de cégep techniques qui ont fait en partie ce cours-là, et d'autres qui ne connaissent rien de ce cours-là. Et donc c'est un modèle, un cours très spécial. Mais je pense ce qui serait intéressant, c'est peut-être de reproduire l'approche sur un cours standard, et particulièrement au début de l'entrée à l'ETS. Là, l'étudiant va voir qu'il a changé d'institution, et que cette institution, elle utilise ce modèle-là. Il n'a pas à comparer avec ce qu'il a fait dans les sessions précédentes. Et j'imagine que là, on pourrait construire davantage. Donc c'est un message pour les maîtres d'enseignement, ou bien qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, s'il y a des maîtres d'enseignement qui sont intéressés, ils sont les bienvenus. Oui. Parce que de la façon dont on a présenté, c'est comme si on n'a pas eu de problème. Hein. Donc en réalité, on a eu des problèmes, surtout au niveau d'informatique, on a eu beaucoup de problèmes, parce que tout est basé sur le TIC. Donc si on perd l'Internet, les TELAT sont... on va avoir des problèmes avec TELAT. Donc cette session, on avait un problème avec la réservation, parce qu'il y avait un logiciel pour la réservation, puis on avait des petits problèmes, les étudiants ne pouvaient pas se brancher pour réserver de l'extérieur. Ça s'est réglé, donc on est dans une phase qui est pilote, mais quand même, l'éthique, on sait que l'éthique avance, la technologie avance, mais quand même, il y a toujours des petits problèmes de communication. Non, il y en a un problème très particulier avec les informaticiens, parce qu'eux, ils cherchent à se protéger de tout ce qui est anomalie, de tout ce qui est virus. Et donc, pour céder l'accès aux étudiants de l'extérieur à rentrer sur le réseau, ils sont très méfiants. Et vraiment, c'est une bataille. À chaque fois, bon, on lance le processus, et puis là... Ça coince quelque part, et donc là, on a des ratés, et puis bon. Mais c'est pour ça que instaurer cela de manière officielle, avec un contexte plus concret et des moyens techniques plus visibles, ça pourrait avoir beaucoup plus de résultats. Mais on va toujours blâmer les techniciens de l'informatique. Non, mais moi, dans la classe, si je fais des erreurs, par exemple, je vais blâmer Radi, hein, parce que je veux dire, c'est Radi qui a préparé ces questionnaires sur télévoteur. Donc, bon, là, on passe parce qu'on aimerait vous montrer quelques vidéos juste pour mettre de l'ambiance. Les conclusions, c'est juste une répétition que j'ai fait, mais on sait que tout le monde est en train d'utiliser des approches d'apprentissage actif. Donc, si on attend, on va être vraiment en retard. C'est comme la technologie. Si on attend avec la technologie, on ne fait pas de la recherche, on va être vraiment en retard. Donc, il faut vraiment suivre la technologie. Donc, la classe inversée, donc, pour nous, en tant qu'enseignants, c'est un nouveau rôle de l'enseignement. Donc, on doit être attentif, on doit écouter plus l'étudiant, parce que l'étudiant va toujours avoir tendance à se révolter. Donc, il faut les apaiser, et puis il faut les parler, il faut les convaincre. Il faut utiliser l'approche technopédagogique aussi. Donc, je suis chanceux parce que Radi est avec moi, donc il est un technopédagogue. Donc, là où il faut introduire quelque chose de technopédagogie, il faut le faire dans ces approches-là. Donc, comme je vous ai dit, laboratoire hybride, parce qu'on a en présentiel et à distance. En présentiel, c'est un projet au complet. À distance, ce sont des petits projets juste pour comprendre la théorie. OK, donc là, je pense que j'ai presque terminé. Donc là, ça, c'est une... Bon, on va juste changer ça, c'est quelque chose que Radi aime nous montrer.
en 2000 versus en 1910, c'était quoi la vision en 1910 d'une école en 2000? C'était ça la vision. Probablement on est proche à ça. Hein. C'est l'Internet qui touche les têtes maintenant, qui remplit les têtes. Peut-être un peu trop. Il y a plus beaucoup d'informations. Bon, la classe inversée, donc ça c'est juste pour vous dire merci. Et puis Radi, je te laisse maintenant pour nous montrer peut-être, on va commencer peut-être par le lab à distance dans une école secondaire. Donc on va aller, j'espère que ça va marcher, Radi. Je te laisse, Radi, parce que tu parles bien mieux que moi en français. Bon, ça marche. Est-ce que l'Internet marche? Oui, ça marche, ça marche. Ça, c'est des choix d'Eric. C'est une démonstration de la régulation de niveau d'eau dans les chaudières. Et on l'a fait en se connectant sur le module qu'on a ici en régulation de niveau d'eau à distance. Donc regardez l'élève, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a fini par comprendre là. On a même fait une expérience avec les circuits numériques des interrupteurs. Donc la réaction était très très bonne. Donc on s'est connecté avec le collège Solette-Tracy pour faire cette expérience à distance. C'était un circuit simple avec un interrupteur, une lampe. On a mis plusieurs interrupteurs pour faire des portes et ou bien des portes ou pour voir si les élèves pouvaient répondre à ces questions. Voilà. Là, tu peux peut-être montrer un prosit, un problème. On va peut-être montrer, oui, on va peut-être montrer. Donc, je ferme ça. On va laisser 10 minutes pour les questions. Hein, donc, si vous avez préparé on va pour les montrer questions, la classe inversée. vous pouvez poser des questions dès maintenant. Hein, donc, avant de partir. Oui, oui, c'est correct. Mais s'il y a des questions, on peut répondre en parallèle avec les vidéos. Oui. En fait, vous avez parlé beaucoup que, pendant la séance de classe, vous faisiez les choses différemment. Mais en fait, j'aurais aimé peut-être un exemple. J'ai compris que si on veut, le cours magistral était transféré sur Internet, ça va bien. Donc, en classe, est-ce que ça devient l'étudiant qui mène un peu la classe? On a une vidéo, donc on pose des questions, par exemple. On place un problème, ce n'est pas un TD, un travaux dirigé, mais un problème majeur. Et puis l'étudiant travaille un petit peu, on lui donne un peu de temps pour se préparer. Puis là, on commence à communiquer ensemble. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez mal compris? Alors, vous avez très bien compris. Là, il y a une démonstration, justement, l'étudiant qui va regarder le prosit. La vidéo, elle décrit justement les différentes étapes. Ça, c'est le prosit qu'on voit. J'aime pas me voir en vidéo. Moi, je suis en... Allez, bye bye. Bonjour, monsieur. Vous êtes responsable du cours d'électronique. Et puis, j'ai un petit problème au magasin de laboratoire électronique. Est-ce que vous pourriez m'aider? Oui, bien sûr. Si ça touche le cours de circuit électronique, volontiers, on peut t'aider. Bien, j'ai en stock 3 boîtes de diodes, puis j'ai pas leurs caractéristiques. Donc, si vous pourriez m'aider un peu à l'identifier, sinon je peux rien faire avec. Ben, ça tombe bien. On est pleinement dans le chapitre des diodes et on va confier cette tâche à nos étudiants qui vont pouvoir t'aider à identifier ces diodes. Mais est-ce que tu as une idée sur les caractéristiques qui t'intéressent pour les identifier? Bien, j'aimerais avoir la tension de seuil de dépassement, la résistance dynamique, la tension inverse, puis aussi la limite fréquentielle d'utilisation, si c'est possible. Si par exemple on te fournit la caractéristique courant, tension de la diode, est-ce que ça répond à ton besoin? Ça serait très bien. J'aimerais aussi avoir les performances fréquentielles, si c'est possible. Ben, parfait. Donc on va confier à nos étudiants le défi
de vous fournir ces caractéristiques et ils vont certainement faire le nécessaire pour t'aider à identifier ces diodes-là. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'il faudrait aider nos étudiants à faire ce travail et on va essayer un peu de leur donner quelques informations sur la diode. Comment tu pourrais définir facilement ou simplement une diode? Donc la diode, c'est une jonction PN et c'est un composant qui va laisser passer le courant dans une seule direction ou bien dans un seul sens. Si j'ai bien compris, une diode, on peut l'assimiler avec une rue à sens unique. Donc il y a un courant qui circule dans un seul sens et pas dans le sens opposé. Ou bien un peu les portes tournantes qui sont au niveau du métro qui laissent passer les passagers dans un sens et pas dans l'autre. Mais cette diode, quelles sont les applications courantes de cette diode? Donc, aller plus rapidement là. Donc ça, c'est les éléments de cours qui sont en train d'être introduits en dialogue, en commentaire, avec quelques diapos. Ensuite, on va peut-être passer à l'activité suivante. Donc il y a des questions qui sont placées sur Moodle. Et ce qui est intéressant avec ces questions et Moodle, l'évaluation est automatique. On n'a pas à se soucier, donc on a automatiquement le contrôle. Donc on leur montre comment faire aussi l'expérience, juste pour s'habituer avec le kit et le logiciel. Je vais aller plus rapidement. Là. Activité de l'étudiant de travail, c'est le rapport qu'ils rendent. Voilà. Là, c'est intéressant parce que... Là, on va peut-être passer à la période des questions. Donc, il y avait une question, j'ai répondu, c'était correct. Peut-être ce qu'il faut. Le commentaire de l'étudiant est assez intéressant. Il dit que j'arrive en classe avec des questionnements. C'est ça le grand défi. Il ne vient pas pour recevoir passivement, mais il a rencontré des difficultés, des questions, et il vient pour trouver des réponses à ces questionnements-là. Donc on peut passer au questionnement là. Il y a plusieurs liens qu'on a mis dans le... On a un site, en fait, on peut donner l'adresse du site où vous allez l'avoir. Oui, donc ça, ce sont les prosites qui ont été préparés, par exemple, étincelle avec les amplios, robot asservi, karaoké. Donc, on a fait des vidéos, on a fait peut-être une trentaine de vidéos et puis les vidéos ne sont pas tellement longues. Donc, maximum 10 minutes, 12 minutes pour ne pas vraiment rendre lourd le travail de l'étudiant. Donc, on aimerait qu'il passe peut-être 5 à 10 minutes pour pouvoir enregistrer. Ah oui, allez-y. Oui, ça, je vais te laisser. Oui, vas-y. Au niveau des... Est-ce qu'il y a des examens encore? Oui, il y a des examens. D'évaluation? En passant, c'est une bonne question parce que pour les TELAD, le travail qu'on leur demande à distance, il y a des points, donc il y a 14%. Donc le travail qu'ils font comme préparation, répondre aux questions, plus le TELAD, 14% dans une session, c'est une note qui va être appréciable. Au début, c'était moins que ça. On a vu que les étudiants n'étaient pas tellement motivés. Là, on a augmenté, on a diminué le pourcentage pour les devoirs, c'est 6%. On a mis 14% pour le travail formatif. Est-ce que ça veut dire, est-ce que votre expérience vous démontre qu'il faudrait revoir à ce moment-là le nombre d'heures qu'on accorde aux cours et labos en lien avec ça? Non, vraiment, on ne touche pas le labo. Donc ça, c'est du travail, le TELAD qu'on parle, c'est un travail additionnel qui n'a rien à voir avec le labo. Le labo, c'est quelque chose où l'étudiant va être ensemble avec tout le groupe. Ils sont 40 ou bien 30 étudiants ensemble. Et puis, ils sont en train de toucher les équipements, les composants. Le TELAD, il ne touche pas les composants. Donc, tout est déjà préparé. Pour chaque chapitre, tout est préparé. Par exemple, on a mis 2 TELAD par chapitre. Donc, on a à peu près 8 TELAD durant la session. Donc, l'étudiant ne touche pas, mais par contre, ça va vraiment le faire comprendre la théorie d'une façon pratique. Donc, ils ne font pas leur montage en empruntant le kit. Là, non, ils peuvent emprunter s'ils veulent. Il y a des étudiants qui sont vraiment branchés et veulent faire au-delà de leur travail. S'ils veulent le faire, ils ont l'opportunité, ils vont avoir la possibilité de le faire. Oui. Oui. Juste une question concernant l'organisation de la semaine dans ce cours. Par rapport à ce que vous
présentation, tu as dit comment ça fonctionnait. Il y avait 3 heures de théorie, des heures de travaux dirigés, des laboratoires. C'était ventilé comment ça normalement, puis maintenant, est-ce que ça a changé? Les séances de cours sont normales. Il y a 12 séances de cours normales. De 3 heures? Oui, de 3 heures. Les laboratoires, normal toujours. Les travaux dirigés, normal. En plus, avant de commencer, par exemple, la première semaine, on avait de la difficulté parce qu'on ne pouvait pas mettre les vidéos directement. Donc, on a eu un peu de retard, mais dès la première semaine, on leur a dit qu'il y avait des vidéos qui étaient disponibles. Donc, pour la deuxième semaine, ils devraient se préparer déjà en regardant, en visionnant les vidéos. Avant le cours? Avant le cours, oui. Mais en plus, il y a des séances de travaux dirigés traditionnelles et des laboratoires en plus. Oui. Le temps qu'ils vont gagner, c'est que lorsqu'ils vont mettre plus de temps au début, ils vont gagner lorsqu'ils rentrent chez eux après le cours. Parce qu'après le cours, normalement, mon cours, si je regarde mon cours, il faut au moins passer 3 à 6 heures de travail pour mon cours par séance de cours de 3 heures. Donc là, ça va être moins. Oui, non, mais la question est intéressante. Parce que, les horaires restent les mêmes parce qu'on est obligé de respecter le mode classique. Mais ultimement, il y a une réflexion à faire pour changer ces horaires-là. Parce que la séance de travaux dirigés ou d'exercices, elle devient en partie dans le cours. Donc, et puis, la réduction de volume horaire aussi est envisageable. Parce qu'on peut reporter beaucoup de choses qui se faisaient en classe pour qu'elles soient faites chez eux. Et puis, en classe, on peut aller sur des choses plus profondes, mais en un temps plus court. Mais actuellement, on travaille dans le cadre classique. On n'a pas l'audace de il faut passer par le conseil des études aussi. Voilà. Hein. Pour faire des changements, il faut bien planifier. À ce moment-là, vous remarquez, mettons, que la participation aux travaux dirigés a diminué, que les gens considèrent que Non, dans le cours, pas du tout. Non, pas du tout. Dans la classe aussi, avant, j'avais plus d'absence. Maintenant, j'ai presque 90% des étudiants qui sont présents. Avant, j'avais 80, donc... mais je ne peux pas généraliser parce que, comme je vous ai dit, les étudiants sont dynamiques. À chaque session, ça change. Je ne peux pas vraiment faire une statistique. Oui. Peut-être j'avais une question par rapport à la mise à l'échelle, par exemple. Je ne sais pas c'est quoi la taille d'un groupe dans un cours comme ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est 30 à 40. 30 à 40, oui. Oui. Probablement, ça va être plus facile pour un cours qui est avancé, parce que l'étudiant est beaucoup plus mature. Ouais. Donc, il va pouvoir accepter plus facilement. Pour un cours de 4e année, ça va être plus facile, probablement. Mais là, 30-40 x 2, il y a 2 sessions. Oui, il y a deux Donc, du groupes, point de vue gestion de travail de laboratoire, c'est assez lourd. Hein. Ouais. C'est une course. C'est ce que je me demandais, en fait, si à un moment donné, à la mise à l'échelle, là, ça devenait, pour des cours aussi de tronc commun, disons, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui doivent passer par là. Il y a l'aspect de réservation est très important. Il faut bien planifier. Si vous êtes seul, vous ne pouvez pas le faire. Je vous le dis dès maintenant. On a besoin d'une personne qui s'en occupe de ça. Le prof n'a pas le temps de passer. Je reçoa toujours des courriels. Hein. Ça ne marche pas le théâtre que je fais. Là, je ne peux rien faire. Moi, j'appelle, j'écris un courriel à Radi. Il y a un autre collègue qui a écrit le programme de réservation. Là, il faut tourner ça. On a perdu beaucoup de temps cette session. Donc, pour un prof qui est vraiment occupé par d'autres choses, il ne va pas aimer passer par cette expérience. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas occupé. Hein. Pardonnez-moi. Oui. Juste pour récapituler, on dit qu'il y a quand même une grosse partie de préparation, ce qu'on peut l'idée de la classe inversée. Y a-t-il une capsule dans la préparation qui est exactement la théorie qui serait présentée en classe? Les vidéos, tu veux dire? Ouais. Oui. Et donc, en classe, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une reproduction de la théorie ou juste un approfondissement? Pas la même chose. Il ne faut pas faire la même chose parce que sinon l'étudiant va dire à quoi ça a servi que je regarde la même chose. Non, on ne fait pas la même chose. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut sauter plus rapidement entre les Oui. concepts importants et de détailler un peu sur Faire des exemples. sur un exemple? Exact. Ce qu'on fait exactement. Oui. Là-dessus, j'avais une autre question aussi. Qu'est-ce, tu sais, à part de dématérialiser là, peut-être le contenu par rapport au bon vieux manuel vidéo, c'est juste moins rébarbatif, on dirait, pour un étudiant, ou parce que si l'étudiant passait, je ne sais pas, 3 heures à lire le chapitre, est-ce que ça serait pas un peu... Mais ça va être des vidéos par exemple, par séance de 3 heures, on fait des vidéos de 2 vidéos par exemple de 10 minutes. Donc c'est 20 minutes. Donc
Par contre, on met, parce que j'ai un chapitre où j'ai 250 pages sur PowerPoint. Donc, il y a des choses que je ne dois pas couvrir dans ma classe aussi. Donc, je les ai mis pour leur intérêt. S'ils sont intéressés, ils peuvent voir. Mais là, dans les vidéos, on va toucher les points qui sont plus importants. Par mon expérience, j'ai compris une chose, c'est que mon cours est très long. Donc, j'essaie de donner tout le contenu pour les aider à comprendre les choses pour l'avenir. Mais j'ai remarqué que la rétention, c'était en classe 10%. Là, je dois changer ma philosophie. J'aimerais donner juste 50% pour que la rétention soit 20%. C'est ce que je suis en train de faire, je n'ai pas le choix. Les étudiants à l'ETS ont un autre profil, il faut s'adapter. On n'a pas le choix, on ne peut pas nier ce point-là. Il faut qu'on s'adapte. C'est peut-être là un exemple. Je vous montre comment les cours sont déposés sur Moodle. Et donc, ils vont visualiser une première partie de la vidéo. Donc, ça met combien? 7 minutes. 7 minutes. Et puis, juste après, quand il va passer par la suite, alors, il y a un autre complément d'illustration, une autre partie. Alors, une autre partie d'illustration. Et puis là, donc, il y a des animations qu'on a utilisées qui sont disponibles sur Internet. Donc, on fait des mélanges. Et puis, on arrive à ce point-ci, il y a une question. Alors, c'est à lui on lui demande donc de semi-conducteur type B et tout truc. Et s'il répond correctement, le système va lui permettre d'aller plus loin. S'il ne répond pas correctement, il va le retourner à cette partie-là. Et donc, on peut mettre des verrouillages comme on veut pour s'assurer qu'il ne passe à une partie qu'une fois qu'il a su répondre aux questions. On ne veut pas... Attends, il y a une autre question ici. J'ai vu tantôt que la préparation moyenne d'un étudiant était de 2h45 en moyenne. Est-ce que je me trompe? Donc, à écouter les vidéos, faire les TELAD. Le TELAD. C'est ça. Et faire le rapport aussi en même temps. Il y a un rapport qui est noté aussi. Dans les 14%, il y a on note le rapport aussi. Bon, je pense qu'il y en a qui font moins. La moyenne, c'est de 2h15. Il y en a qui en fait en 1 heure. Normalement, d'après notre expérience, ça devrait prendre 30 minutes. Donc, mais par contre, l'étudiant doit être bien à l'aise avec le kit pour qu'il puisse faire dans 30 minutes. Donc, ça change. Ces résultats sont juste de l'année passée. Donc, cette année, les résultats changent aussi. Oui, vas-y. Question d'inspiration, par exemple, le cours et les 200 est déjà accessible pour les enseignants. Le cours et les 200 est déjà accessible pour les enseignants. Tout est accessible. On est transparent. Hein. Non, mais admettons, je m'en vais sur Moodle, je peux... Non, actuellement, il faut que... Non. Sur Moodle, c'est pour les étudiants. Mais si tu demandes d'avoir accès, tu peux l'avoir. C'est bon. Okay. Mais je pense que ça, c'est le système de l'école. On ne peut pas ouvrir à tout le monde l'accès. C'est ça que je demandais la question. C'est pas comme MIT. Je pense que tu peux avoir accès directement sans problème. Oui. Le taux de réussite, est-ce que c'est meilleur avec... J'ai posé la question parce qu'on essaie d'écrire des articles. Hein, donc, j'ai dit à Radi, est-ce qu'on devrait écrire un article avec le titre en anglais « Are we suffering the students with this approach ?» Parce qu'on ne sait pas vraiment, on n'a pas assez de données pour dire que oui, les résultats sont meilleurs, mais par exemple, j'ai fait un examen, les étudiants ont passé un examen, les résultats étaient meilleurs, le premier examen. Mais ce n'est pas vraiment objectif. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien si ce n'est pas vrai. Ça dépend de mes examens aussi. C'est comme à l'école secondaire, l'enseignant va donner un examen, il va dire à ses élèves, on va parler de ça à l'examen. Donc les notes vont être très, très hautes. Le ministère va être très, très content parce que cette école-là, ça performe très bien, mais comment on peut vérifier ça? On n'a pas les moyens. Donc, d'ici quelques sessions, on est en train de préparer des questionnaires avec l'UQAM aussi, des questionnaires qui vont être beaucoup plus objectifs que subjectifs. Donc, on espère qu'on va réussir à avoir une tendance et voir si les résultats sont meilleurs ou bien non. Là, Radi va dire, oui, c'est sûr que les résultats sont meilleurs parce qu'il est un technopédagogue. Hein? Non, mais c'est des résultats qui vont, en grande majorité, tout d'abord, se trouver au niveau des compétences qui sont déclarées, l'autonomie, la gestion du temps, la méthode de travail. Mais ça ne se fait pas directement sur le test qu'on fait. Et puis bon, si on veut faire les choses de manière assez intéressante, on a deux groupes. On peut les soumettre à deux approches différentes. Mais là, du point de vue éthique, est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? J'ai deux groupes, mais si je fais ça, ils vont s'énerver, ils vont aller voir le chef de département
Vahey utilise deux groupes, donc je veux être dans ce groupe. Ça va être un problème majeur. Mais déjà, si ça a un effet sur la motivation, déjà, on peut présumer que généralement une meilleure motivation va... Motivation, collaboration, communication, on le voit. Parce que les étudiants qui étaient vraiment gênés de parler, moi j'étais étudiant, j'étais gêné de parler en classe. Donc là, je vois que les étudiants commencent à parler plus avec cette approche, parce qu'on leur pose des questions indirectement. Qu'est-ce que tu penses avec ce que tu as vu en classe, ce que tu as vu dans les vidéos? Donc, automatiquement, ils vont être plus collaboratifs à parler, à communiquer plus facilement. Il y en a qui sont déjà très bons en parlant en classe. Je sais. À l'ET, c'est ça le cas, je l'admets. Il est déjà 1 heure. OK. Donc, merci d'être venu. Et puis, on était content d'avoir si nombreux le public. Merci. Ça nous a fait plaisir et...